sont quand même des machines qui coûtent cher. Donc, on peut souvent proposer d'accompagner le e-commerçant dans sa croissance en remplaçant seulement son processeur. C'est une initiative qui a été lancée par AMD, qui a peut-être été suivie par Intel, mais par exemple, les AMD 2376 peuvent être, qui sont des processeurs quadricore à 2 Go 3, peuvent être remplacés par des 2427 à l'identique, sans changer de machine. On est quand même obligé de l'arrêter, on fait une maintenance de nuit d'une dizaine de minutes, on remplace juste les processeurs, et ça c'est 4 cœurs à 2 Go 3, et ça c'est 6 cœurs à 2 Go 5. Donc vous allez gagner presque 30% de puissance, sans rien changer d'autre que le processeur dans la machine. Donc vous avez fait une économie de matériel sensible qui se retrouvera dans votre impact. Ensuite, vendre trop de matériel, c'est du gâchis. Dans trop de sales machines, on trouve des serveurs qui sont utilisés à 10% de puissance, parce qu'on a vu grand, parce qu'il était important que dès le début, on puisse encaisser des pics phénoménaux. Soyons cohérents, la plupart des sites montent en puissance. Pas forcément doucement, mais on peut étudier la façon dont ils montent en puissance. N'importe quel infogérant sur le marché sait vous accompagner là-dedans. Pas nous seulement, tout le monde. Ce qui veut dire qu'au début, partez avec quelque chose d'adapté, montez doucement en puissance, préparez ça, étudiez vos stats, demandez à être assisté par votre infogérant, et on va vous proposer petit à petit du matériel plutôt que d'avoir tout au début, ce qui va améliorer aussi le cycle de vie du matériel. Et puis, il faut privilégier autant que possible les hautes densités pour une raison très simple, donc les blades en l'occurrence, parce qu'elles consomment moins d'énergie. Là, je vous reprends l'exemple ici des 16 serveurs. Vous avez 16 serveurs avec 6 alimentations. Seulement 6 alimentations pour 16 serveurs, dont certaines ne se déclenchent qu'au besoin. Ce qui veut dire que dans un serveur classique, on a 2 alimentations pour un serveur, puisque ça doit être redondant. Là, on a 6 alimentations pour 16 serveurs. Donc il est évident que l'efficacité énergétique de la haute densité est meilleure. La deuxième chose où on peut économiser énormément, mais vraiment énormément, c'est de diminuer la fréquence des processeurs dans les périodes de basse charge. Notamment, la plupart des sites travaillent sur un créneau horaire d'ouverture de 10 à 12 heures, c'est-à-dire de 9 heures à peu près le matin jusqu'à 9 h, 10 h le soir, avec 3 pics journaliers, le matin à l'ouverture, le soir éventuellement, et à midi, ça dépend du business model que vous avez. Dans l'histoire, si on laisse les schedulers descendre la vitesse des processeurs à ce moment-là, on va économiser de l'énergie. Ça va dormir, ronronner, pendant que peut-être d'autres auront des pics d'activité. Donc, on peut aussi éteindre et mettre en veille profonde des serveurs, quand on en a plusieurs en frontal, qui ne servent à rien. Si je vous prends l'exemple, je ne sais pas, par exemple, du Vieux Campeur ou d'autres qu'on héberge, quand les serveurs ne font rien du tout, c'est pas utile de les solliciter. Je veux dire, si on peut tout encaisser sur une machine, pas de problème, on le fait. S'il y a besoin, on met la deuxième. S'il y a besoin de l'autre balancer les connexions, on met la deuxième. Si on sait qu'on va accueillir un pic, on met une deuxième. Ça va très vite, les rallumer ou les remettre en ligne. Donc, c'est pas la peine de les laisser tout le temps en période de forte activité, on les fait dormir au maximum quand il n'y a pas besoin. Ensuite, il faut toujours privilégier donc l'usage de la RAM, comme on l'a vu, optimiser l'usage de l'OS, c'est-à-dire couper tous les services inutiles par exemple, ça ne fera pas de mal aussi en sécurité. Configurer le BIOS, les noyaux et les OS pour n'utiliser que le nécessaire. Activer tous les modes veille, même sur les serveurs, même si ça paraît être un discours très original, on ne peut pas se permettre de laisser tourner des serveurs qui ne font rien. Et laisser les batchs, les cron jobs, les choses qui se traitent la nuit, les mettre donc à des moments où il n'y a pas d'autres charges. Ça évite de consommer en continu. Il y a encore d'autres axes de progression, mais je ne vais pas tous les définir ici. Là où on va gagner beaucoup, c'est la rationalisation des architectures. Un data center, sa clé, c'est ce qu'on appelle le PUE, le Power Usage Effectiveness. Un vieux data center, par exemple, va avoir une efficacité énergétique assez faible, peut-être de 2, alors qu'un data center très récent va avoir 1,5. Les meilleurs, par exemple, les Google Free Cooling, arrivent à 1,22. Ils envisagent même de mettre des data centers sur des bateaux et de se servir de la force de la houle pour alimenter les serveurs, et là, ils arriveront à descendre peut-être à 1,15. Bref, le but de tout ça, c'est d'arriver à utiliser au mieux les ressources qui nous sont disponibles et à faire le moins de climatisation inutile possible, le moins de consommation inutile. La virtualisation aussi a des bons et des mauvais côtés. Il a des bons côtés beaucoup pour l'infogérant, peut-être un peu moins pour l'environnement. C'est-à-dire qu'on va nativement perdre un petit peu de puissance pour virtualiser. C'est pas énorme, mais c'est de l'ordre de 3 à 8% pour pouvoir segmenter un serveur physique en plusieurs serveurs logiques. Et ces 3 à 8%, on peut aussi ne pas les perdre en utilisant, en configurant différemment nos serveurs, notamment avec des schedulers et des arbitres de puissance qui vont gérer et lancer des processus à la volée sur une même machine. Donc on n'a pas forcément besoin de virtualiser. J'y reviendrai. Ensuite, le matériel a une meilleure efficacité énergétique dans certains cas. Et certains data centers ont décidé de s'alimenter sur l'offre qui s'appelle Équilibre Plus chez EDF, qui est une offre qui vous garantit qu'on va utiliser de l'énergie qui est produite par des sources non polluantes, enfin en tout cas pas d'énergie fossile. Par exemple, notamment de l'énergie solaire.
Le prochain data center qui va être totalement assez norme, qui va d'ailleurs être une petite révolution dans le domaine, s'appelle Etix. Il verra le jour à la fin de l'année 2010. On essaiera de s'implanter personnellement dans ces data centers parce qu'on pense que c'est un avenir important. On pourrait dire qu'auparavant, multiplier la capacité d'accueil, c'était plus en plus de serveurs. Je vous l'ai dit, par exemple, pour des pics, si on doit, là on a des demandes où on doit héberger jusqu'à en une journée 400 000 visiteurs, en une journée. Pour des soldes, comment on fait? Quand on a une efficacité au maximum sur un serveur de 30 à 35 000 visiteurs sans ramer, sans la moindre perte de performance, comment est-ce qu'on fait? On ne va pas mettre 10, 15 serveurs juste le jour des soldes, surtout que tout le monde fait des soldes en même temps. Donc il nous faudrait à ce moment-là énormément de serveurs qu'on revendrait le lendemain. Ça ne tient pas la route. Donc la rationalisation de l'architecture, pour nous, c'est le cloud computing. C'est pas que pour nous d'ailleurs, puisque Gartner a défini que c'était une des 10 plus grosses révolutions à venir l'an dernier, que c'était aussi important que le e-business. Un virage qui, je pense, vous a tous touché dans la salle d'une façon ou d'une autre. Le cloud répond à un besoin qu'on a, le on-demand. Quand on a un pic de x4, on n'achète pas 4 fois plus de serveurs, on va louer de la puissance. On va voir ça. Et un commerçant qui multiplie par 3 à 5 son trafic en période de solde sera très bien accepté par le cloud, sans problème. Il n'aura pas besoin d'augmenter son infrastructure physique. Voilà, donc en plus, le cloud a d'autres effets agréables, par exemple le CDN, c'est-à-dire d'offrir nativement l'acheminement d'un contenu le plus proche de vous, ce qui vous garantit aussi qu'on ne gâche pas de ressources dans ce chemin. Et puis le cloud rationalise les besoins et les coûts en permanence. C'est ça notre intérêt. Donc on lance une offre qui s'appelle ETC Extend to Cloud. En gros, quand vous avez une infrastructure physique capable d'accueillir un certain nombre de visiteurs, donc par exemple 70 000 visiteurs sur un jour, un classique, on va dire que vous avez 3 serveurs frontaux, et que vous faites des pics de x4. Ce qu'on va vous proposer, donc, c'est d'aller jusqu'à 280 000 visiteurs, mais que sur des temps très très courts, puis peut-être 120 000 le reste des soldes. Donc, on va essayer d'absorber 15 jours de fortes charges, de charges qui dépasseraient la capacité de l'infrastructure, sur du cloud, et non pas passer à 12 serveurs. L'idée, c'est ça, c'est qu'actuellement, si vous avez cette plateforme de 70 000, on vous a mis ici, pour l'exemple, 3 serveurs frontaux, ici, ici et ici, et 2 serveurs de base de données. D'accord, avec devant des serveurs qui font reverse proxy, firewall, enfin des serveurs qui sont de l'infrastructure. Là, plutôt que de multiplier les serveurs frontaux, au moment des soldes, non, c'est l'autre, au moment des soldes, on va évacuer le trop-plein de connexions vers du cloud. Du cloud Amazon en l'occurrence, ou Rackspace, puisque Varian nous incite aussi à aller vers Rackspace qui vient lancer une offre de cloud. Actuellement, on a plutôt qualifié la solution sur de l'Amazon EC2, mais ce sont 2 partenaires très sérieux, donc il y a des complexités techniques importantes à gérer. Ça ne peut pas se faire comme ça du premier coup, du jour au lendemain, mais pour des fortes volumétries, c'est la seule solution qui tienne vraiment la route. Quand on doit accueillir plus de 200 ou 300 000 personnes, la seule solution rationnelle actuellement en termes de ressources, c'est de faire de l'extend to cloud. C'était pas simple, ça a mis du temps à voir le jour, ça a demandé beaucoup de settings et d'organisation, notamment pour les réplications des bases et l'ajout à la volée de puissance, mais maintenant c'est au point et ça va être très bientôt commercialisé. Et le dernier point, le dernier axe de progression vraiment très important sur lequel il faut travailler, c'est l'usage des sites. On a par exemple des législations qui plombent notre efficacité énergétique. Si je prends PCI DSS et SOX entre autres, ce sont des législations qui sont catastrophiquement gourmandes, parce que si on se fie à ce que dit PCI, on ne peut pas mutualiser une machine. C'est-à-dire que si je fais un reverse proxy qui pourrait servir 15 personnes, je suis obligé de le dédier à une personne. C'est ridicule. En théorie, on ne peut même pas faire de virtual private server pour ceux qui veulent virtualiser, puisque ça reste la mutualisation d'une infrastructure physique. Ce sont donc des contraintes qui sont aberrantes, qui n'ont plus de sens de nos jours. Donc je pense que ces normes législatives seront aménagées. Ensuite, il faut aider les sociétés de web marketing doivent faire un meilleur ciblage. C'est-à-dire que prendre beaucoup, c'est dépenser beaucoup. Que ce soit en AdWords, que ce soit en capacité d'accueil. Quand vous avez 10 000 visiteurs de trop, ce n'est pas un succès. C'est loin d'être un succès. Si vous avez 10 000 visiteurs qualifiés de plus, ou même 2 000 de plus, c'est un succès. Le taux de transformation est la clé. Si vous consommez des ressources pour accueillir des gens qui ne sont pas intéressés, on perd tous. Vous perdez de l'argent parce que vous me payez plus cher pour que j'héberge des serveurs qui fonctionnent pour rien. Vous perdez de l'argent parce que vous allez essayer de capter un trafic qui n'est pas le vôtre, ça ne sert à rien. Alors de plus en plus, le client cherche à atteindre directement une cible précise